Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. Déjà le mois d'avril sur Topic News, nous sommes avec le directeur de publication du Courrier de Madagascar. Franck Ramarson, bonjour. Bonjour Pesca et bonjour à tous nos auditeurs de ce matin. Alors, les yeux sont braqués du côté des chambres par rapport donc à la loi d'amnistie. D'autres ne sont pas du tout concernés. C'est plutôt les élections et toujours dans le continent, le Mali aussi maintenant, après que toutes les offensives, les réunions CEDEAO et le reste, Mali n'est pas sorti de l'auberge pour l'instant. Et voilà, encore une fois, Franck, peut-on apparenter les choses par rapport à ce qui se passe à Madagascar? C'est parce que c'est une de nos spécialités dans notre pays de parler, quand il y a un mouvement un tel, on dit tiens, c'est de l'essence de Madagascar, un autre du pays africain, voilà, c'est encore chez nous, le même scénario en fin de compte. Et ça c'est normal puisque Madagascar est une île et que, à force de faire du nombrilisme, on prend toujours des exemples qui ne sont pas flatteurs pour le pays. Quand on avait dit que la Tunisie a pris le chemin de Madagascar pour rallier la démocratie en mettant en place un gouvernement de transition qui finalement a réussi en l'espace d'un an à faire des élections. On a parlé de l'Égypte, la même chose, mais à cette grande différence, c'est que ils ont suivi le chemin constitutionnel, la voie, pour pouvoir asseoir leur reconnaissance vis-à-vis du monde extérieur. Donc voilà quand même quelque chose qui est normal dans la voie, comme il y a eu ici auparavant en 72 ou en 91. Donc des chemins, comme on dit, on a pris la voie des sentiers battus et que on a réussi à faire une transition démocratique, comme on dit. Maintenant, on veut se comparer à ces pays comme la Tunisie et l'Égypte. Mais on peut pas. Comme on l'a dit, nous avons fait un coup d'État déguisé par rapport à un mouvement populaire. Quand il y a eu cette alternance au pouvoir qui a été marquée d'abord par une illégalité des formes, par Ravalman déjà au départ, en confiant, premièrement, comme on le rappelle, le pouvoir à un directoire militaire. Le directoire militaire l'a transmis à un chef de mouvement contestataire de la rue et qui ne faisait pas partie des institutions. Voilà, c'est pour ça que la communauté internationale a condamné ce régime jusqu'à présent et qu'on est en train toujours de chercher la voie pour aller vers l'ordre constitutionnel. C'est quand même chose à faire remarquer à tous ces politiciens, à tous les experts qui veulent soigner la crise malgache. C'est pas un peu du cynisme ça, Franck Ramarson, soigner la crise malgache? Non, je veux dire simplement que maintenant, je dirais heureusement, malheureusement, il y a les événements du Mali, il y a le coup d'état militaire, à quelque chose près, à ce que c'est identique à ce qui s'est passé à Madagascar. C'est le seul alors pays qui est proche de nous par rapport à une lutte? C'est le seul pays qui est proche de nous, et que par rapport simplement que c'est les militaires ici à Madagascar ont installé les civils, et puis là, la seule différence, c'est que le capitaine Sanogo a accepté qu'il a fait un coup d'État. Madagascar, non. Alors, je reviens juste quelques minutes, Franck Ramarson, par rapport à l'article qui est sorti dans Courrier de Madagascar la veille. Courrier de Madagascar a mentionné deux dates, 71 et 92, et le titre donné à cet article est Souvenirs indéformables par rapport donc à l'événement de 2009 et de 2002. Vous avez compris, je parle d'amnistie. Oui, bien entendu, parce que ce qui s'est passé en 1971, bien entendu, une révolte paysanne, Jacques, qui s'est passé dans le sud, il y a eu quand même 1000 morts et que c'était la plus pire des crises que Madagascar n'ait jamais eu depuis l'indépendance et qu'il y a eu une forte répression faite par les gendarmes de l'époque, dont certains officiers sont encore vivants maintenant. Et il faut dire que Munzazon, qui était le leader charismatique du monument, a été arrêté, il a été même perdu des enfants pendant cette jacquerie. Et j'en fais référence parce que c'était, je pense, la plus terrible répression depuis l'indépendance, avec donc le nombre de morts qu'il y a eu. Il y a eu, bien entendu, je n'ai pas mentionné, puisque j'ai mentionné la première avril 71, puisque nous sommes au mois d'avril. J'ai mentionné 1992 parce que il y a eu la fameuse manifestation, la fameuse marche faite par les fédéralistes à Chonera le 31 mars 2005, qui s'est soldée par 8 morts, une trentaine de blessés. Tout cela, rien qu'en voyant tous ces événements, d'abord, c'est que Fulbert était au pouvoir, donc il n'a jamais été condamné pour cette répression. Il n'a jamais parlé d'amnistie. Il n'a jamais parlé d'amnistie sur ça, mais ce qui est quand même assez troublant, je dirais, c'est que Munzazon a été amnistié
par le général Ramanatsou pour cette affaire, parce qu'il a été condamné pour cette affaire, pour avoir fait une jacquerie. 31 mars 92, donc il y a eu cette fameuse marche où le feu Guillaume Damas et le ministre de la Défense, qui est encore vivant, Désiré Makaveli, étaient aux commandes de l'État. Donc ils n'ont jamais été condamnés aussi. Ils étaient au pouvoir. Rappelons les faits, c'est que les fédéralistes voulaient inclure dans le projet de la Constitution fédéraliste et le mettre en compétition avec la Constitution unitaire qui était défendue par les forces vives et l'Hervé El Rachalam. Ça s'est soldé, comme je vous dis, par des morts. Personne n'a été condamné. Et maintenant, ce qui s'est passé, je reviens un peu en arrière en 47. Il faut rappeler quand même quelque part. 47, c'était le 29 mars. 3 députés ont été arrêtés. On a levé leur immunité parlementaire, condamné à mort, l'un à perpétuité, et ses amis qui ont été amnistiés par le régime tyranne vers les années 60. Il y a eu ce fameux retour triomphal. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, ceux qui ont été amnistiés, le Mounzadzone, du régime Ramanatsou, ceux qui étaient condamnés par le tribunal pour l'assassinat de Rassim Manjaf par Didier Ratsir, pendant la période de transition entre juin et décembre 75, et les parlementaires dont je parlais, qui étaient de le côté de l'opposition. Maintenant, la question qui se pose pour tout le monde, parce qu'on revenait à la loi d'amnistie, c'est que qui doit être amnistié? Celui qui a défendu son palais, qui a été au pouvoir, ou bien celui qui a assiégé le palais, donc le rebelle. C'est pas une question dérangeante quand même pour certains politiques. C'est une question dérangeante, mais il faut la poser. Vous savez pourquoi on n'a pas continué le procès de 1891? Parce que un constitutionnaliste suisse, parce qu'on voulait traîner Didier Ratsir devant la Cour internationale, devant la communauté internationale, un constitutionnaliste suisse du nom de Hauer est venu voir le professeur Zaffelberg, président de la République en ce temps-là, en lui disant: Monsieur le Président, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Puisque si on met une commission indépendante pour juger le massacre du 10 août, vous êtes tout aussi responsable, puisque c'est vous qui avez amené la population vers le palais d'Yavou. Donc il y a des scénarios similaires, mais... Scénarios similaires, comme vous venez de le dire, chacun parle de loi d'amnistie, chacun des élections, mais c'est lié tout ça. Donc il n'y aura pas d'élection sur la loi d'amnistie. Mais est-ce que la loi d'amnistie est nécessaire maintenant si je soutiens la thèse? Mais attendez quand même, Franck Ramarson, c'est dans la feuille de route. On va dire, si on ne fait pas cette loi, on va dire non, voilà, on dérape encore de la feuille de route. Parce que donc la loi d'amnistie est faite sur le plan général, mais parce que les gens ont pensé que la loi d'amnistie est faite contre Marc Ravalman a donc raison de dire que il n'est pas concerné par tout ça. Et c'est ça qui choque les pro-radoués. Parce qu'il était au pouvoir. Le lundi 26 janvier 2009, Ravalman était au pouvoir. C'est pas lui qui a lancé la population dans la rue pour piller donc les magasins. Alors qui maîtrise les arcanes politiques de défense? Le pouvoir avec un grand P. Le pouvoir doit toujours être dit sur le défensif quand il s'agit donc de manifestations. Il y a preuve, il y a même pas 15 jours, 3 semaines, l'histoire de ce qui est passé en temps Faratsiou et dans le Vaknakart, où donc il y a la population qui a attaqué la réserve de la gendarmerie. Il y a quand même eu des morts. Est-ce qu'on va condamner le patron de la gendarmerie maintenant parce qu'il a tiré sur la population? La question, donc, à 1000 francs, Prisca. Il faut donc voir les choses en face maintenant. L'amnistie, c'est une amnistie globale que l'on veut, et que donc maintenant, il faut voir ça à tête reposée. Alors, parce que le débat va se tenir demain. Espérons que ça ne va pas fausser l'histoire. Alors, parlons très simplement, basiquement, Franck Ramarson, vous voulez dire par là que cette loi d'amnistie, elle doit être donc acceptée, mais l'amnistie, ici interprétée comme on efface tout. L'amnistie, elle efface tout, c'est ce que veut la SADC dans sa philosophie. Et cela veut dire qu'on libère tout le monde. On libère tout le monde, et que, comme on a dit, n'oublions pas que Madagascar est encore condamné sur le plan international, même s'il y a eu ce Valls d'ambassadeur qui présente ses lettres de créance. Sur le plan institutionnel, voyez-vous, tout le ramdam qu'on a fait lors de la visite du président Radziwiłł à Paris, qu'il a été reçu par le secrétaire général de l'OIF, que va pouvoir être reconnu, l'OIF a amené une mission d'experts, que les experts étaient là quand ils ont vu que quelle était la situation de la feuille de route. Quel est le résultat? Madagascar reste suspendu. Ça veut dire que le régime, son président en tête, est encore condamné par la communauté internationale, puisque l'Union européenne ne reconnaît pas, l'Union africaine ne reconnaît pas, l'OIF ne reconnaît pas. Ça veut dire que le coup d'État est encore tangent pour la... Alors qu'est-ce qu'elle veut, cette communauté internationale, tout contraire? Elle veut rien. Elle veut qu'on revienne à la restauration de la démocratie, le retour aux élections libres, et qu'il y a une feuille de route qui a été signée par tout le monde, respectons-la. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, tout le monde souhaitait
sur ce coup d'État au Mali. Alors que ça, au niveau même des partenaires internationaux, ça a été condamné comme on a condamné Madagascar depuis 2009. Loi d'amnistie, ça va aller dans les chambres pour discussion, pour voter. Et puis, en parallèle, il y a déjà un débat entre les élections législatives ou présidentielles, alors que l'autre pas n'est même pas franchi. Alors qu'il faut aussi attendre la réunion entre la CENIT et les Nations Unies pour voir élaborer quelque chose sur les élections. C'est pour ça que je vous dis, est-ce qu'il y a encore du théâtre du cinéma dans l'air pour dire qu'il y aura les élections à la fin de l'année? Je veux bien que l'on organise, mais on doit suivre les directives des Nations Unies qui ont demandé 11 mois après la détermination d'un calendrier. Le calendrier n'est même pas encore défini. Pourquoi? Parce qu'on attend cette loi d'amnistie et que c'est après qu'il y aura une discussion avec les Nations Unies. Si cette loi d'amnistie est votée ce mois-ci, il y aura une discussion avec les Nations Unies début mai. Le 11 mois, on n'aura pas des élections avant mars 2013. Une dernière question. 2013. Une dernière question, Franck Ramarson, sur les quelques minutes restantes. En parallèle de tout cela, la vie quotidienne, elle suit son cours. Oui, c'est son cours, mais en tout cas, la vie sociale se dégrade. Et la corruption, encore, est devenue grandissante. Elle galope même tous les jours, puisqu'il n'y a pas un jour, on n'entend pas qu'il y a des secteurs économiques qui sont bradés à l'extérieur et qu'on se fiche pas mal de ce qu'on appelle l'article 6 ou 7 de la feuille de route qui dit qu'il faut simplement gérer les affaires courantes alors qu'on commence à contracter donc l'achat des Airbus, on commence à signer des permis de 30 à 40 ans, ainsi de suite. Il y a quand même donc des choses qui ne sont pas claires dans le jeu du pouvoir et arrêtons de faire cette hypocrisie que tout le monde suit la feuille de route alors que chacun fait ce qu'il veut. Dites-moi, Franck Ramarson, question bonus toujours par rapport à cette dernière question. Ce serait possible, si élection il y a, présidentielle par exemple, que le futur président arrête toutes ces contractions? C'est possible, puisqu'il est quand même, je dirais, élu par le peuple. Donc c'est le peuple qui, je dirais, qui est légitime donc dans toutes ces actions. Mais là, je vous dis simplement qu'avec toute ce, signature de contrat, tout ce qu'il y a, c'est le financement des élections c'est ce qui importe maintenant. Vous l'avez dit tout à l'heure, on parle d'élections. Quand vous parlez d'élections, on parle donc de corruption dans la vie économique, des signatures de contrats juteux pour certaines personnalités. Mais ce qu'il faut savoir, est-ce que c'est inclus dans le code électoral, je dirais, le plafonnement de financement donc des partis. Au revoir, Franck. Au revoir.